Maxime Arweiler-Adouceau, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes notre nouvelle SGAR. Alors avant que vous nous expliquiez ce qu'est un SGAR, parce que moi j'avoue que j'ai aussi besoin de quelques précisions, vous êtes à Mayotte depuis longtemps, c'est pas votre premier poste, ce sera probablement pas le dernier non plus. Vous aimez Mayotte ? Alors oui, bien sûr. En effet, j'ai découvert Mayotte il y a maintenant presque 10 ans. J'étais stagiaire ENA, à l'époque c'était une découverte totale. Je ne connaissais pas du tout ce petit département, le 101e. C'est d'ailleurs ce qui m'avait attirée ici. J'avais envie de découvrir ce que c'était un nouveau département ultramarin et j'en étais tombée littéralement amoureuse à l'époque. Donc j'y avais passé que quelques mois. Mais ça m'a donné envie de revenir plus tard dans ma carrière. Donc je suis revenue maintenant il y a 4 ans pour un poste de chargé de mission SGAR. Puis je suis encore revenue il y a 1 an pour être sous-préfète relance. Et donc maintenant je prends ce nouveau poste de SGAR, donc secrétaire général pour les affaires régionales. Et donc, comme on le dit souvent, les fonctionnaires ne restent pas. Vous, c'est pas le cas. Vous êtes installé à Mayotte et votre vie, finalement, personnelle, professionnelle, est ici. Tout à fait. C'est vraiment chez moi. D'ailleurs, c'est ce que je considère. Je n'ai pas d'attache en métropole, à part bien sûr ma famille, mais mon attachement est à Mayotte et voilà, chez moi, je considère que c'est Mayotte. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous êtes en plus notre nouvelle SGAR. Alors c'est quoi, Maxime, un SGAR ? Alors SGAR, donc déjà pour définir l'acronyme, c'est secrétaire général pour les affaires régionales. Alors en Outre-mer, c'est toujours un peu plus particulier qu'en métropole. En métropole, c'est assez simple, c'est le secrétaire général de la région. Il y a des secrétaires généraux dans les départements, donc on voit bien la différence. En Outre-mer, évidemment, on est département-région. Donc avec le secrétaire général, on a le même périmètre, mais on a des activités différentes. Donc le SGAR, c'est pour résumer la mise en œuvre des politiques publiques. Environnement, logement, énergie, transport, aménagement du territoire, économie, bref. C'est un énorme portefeuille. C'est très vaste, en effet. Alors évidemment, on n'est pas tout seul. On a toutes les directions déconcentrées de l'État, la DEAL, la DETS, la DRFIP, pour bien sûr mettre en œuvre tout ça pour le préfet, toujours bien entendu. Alors je suppose que le préfet vous a confié une feuille de route avec des objectifs qui correspondent à l'actualité présente. C'est quoi cette feuille de route qu'on vous a confiée en prenant vos fonctions ? Alors, il y a en effet énormément d'actualités et de sujets évidemment brûlants. Donc les priorités sont celles dont vous vous doutez un peu tous. C'est tout ce qui est politique de l'eau, bien sûr, puisque c'est évidemment un sujet important. On a également les fonds européens, puisque même si on a créé un groupement d'intérêt public, l'État restant autorité de gestion et le SGAR donc continuant de piloter cette grande politique publique. La mise en œuvre du contrat de convergence, on arrive dans sa dernière année, puisqu'il était signé pour 2019-2022. Mais il ne s'arrête pas ? Il sera négocié, alors on va voir encore si on le prolonge un petit peu le temps de négocier le suivant ou si on enchaîne directement sur le suivant. Mais quoi qu'il arrive, il y aura bien sûr une nouvelle génération de contrats. Parce qu'il faut le préciser, le contrat de convergence, c'est un outil qui est inscrit dans la loi et qui ne s'arrête pas et qui n'était pas en fait finalement une paillette où on donne 1,6 milliard à Mayotte. C'est un outil législatif qui va se renouveler. Bien sûr, c'est l'équivalent des contrats de plan État-région qui existent en métropole depuis maintenant des dizaines d'années, qui se renouvellent systématiquement pour une période de 4 ans ou 5 ans, ça dépend. Donc là, en Outre-mer, il y aura une nouvelle génération. Alors, est-ce qu'on appellera ça contrat de convergence ou est-ce qu'on aura autre chose ? Mais en tout cas, ce sera ces contrats de plan qui sont passés partout en France, entre l'État et la région département pour Mayotte. Quand on préparait cette émission, vous me parliez aussi dans votre feuille de route du transport ? Bien sûr, ça fait partie des grandes politiques et très urgentes en ce moment. Donc on a un plan global, donc le PGTD, un plan global des transports et des déplacements qui a été adopté maintenant il y a quelques années, qu'il faut sans cesse adapter. C'est un peu ça la difficulté, mais aussi ce qui fait que Mayotte est passionnant, c'est que tout va tellement vite qu'il faut tout le temps adapter. Donc c'est très intéressant, mais ça demande aussi évidemment une réactivité et un travail systématique pour bien être toujours en réponse aux besoins. Et malheureusement, c'est vrai que sur les transports, on voit les flux augmenter à une vitesse qui est très très importante. Et donc il nous faut adapter aussi derrière nos politiques et surtout les investissements, bien sûr. Alors comment ça se passe au quotidien ? Parce que le conseil départemental, s'agissant des transports, et l'autorité de régulation des transports du territoire, donc il est censé les organiser, les mettre en place. C'est quoi le rôle particulier du SGAR et de la préfecture sur ce thème ? Alors c'est comme souvent maintenant l'État, avec la décentralisation. L'État est là en pilotage, en impulsion. Et là pour aussi mettre en contact, en relation toutes les collectivités. Là par exemple aujourd'hui, une question importante, c'est
c'est la complémentarité entre ce que fait Cadema, qui a aussi bien sûr une compétence transport avec le Caribus, dont les travaux doivent commencer de façon imminente, et le département qui bien sûr lui a la compétence globale interurbaine. Il faut que tout ça soit cohérent, et c'est notamment un des rôles de l'État. Et puis il y a aussi bien sûr sur le financement, l'accompagnement financier. Par exemple, le Caribus fait l'objet pour l'instant d'un gros accompagnement côté fonds État, côté fonds européen, côté fonds département, donc c'est aussi pour mettre tout ça en musique. Alors vous parliez de la politique de l'eau, on plaisantait toutes les deux en disant là où on habite aujourd'hui ce matin il n'y a pas d'eau, donc au-delà de la plaisanterie sur le côté très désagréable des coupures, si on se projette, comment quand on est l'État on pousse la collectivité en charge du quotidien sur l'eau, comment on la pousse à construire une nouvelle usine de potabilisation, une nouvelle retenue collinaire, à faire les travaux d'entretien du réseau, bref, à mettre les choses en musique pour que l'on ait de l'eau? Alors sur l'eau, l'État a deux types d'accompagnement importants avec donc le syndicat, le SMEAM. Donc déjà, c'est bien sûr un accompagnement financier, puisque par exemple en 2021, entre le plan de relance et les crédits du contrat de convergence, l'État a investi 18 millions d'euros dans l'eau, puisque ce qu'il faut, c'est, voilà, aujourd'hui, on est dans une situation où le réseau, il est sous-dimensionné. On compare souvent la situation... Ça veut dire quoi un réseau sous-dimensionné, On se compare souvent à la Guadeloupe. Par exemple, en Guadeloupe, c'est pas du tout le même sujet. En Guadeloupe, le réseau est en mauvais état et il fuit de tous les côtés. À Mayotte, il n'est pas en mauvais état, pas particulièrement. Par contre, il est trop petit, tout simplement. Il n'y a pas assez d'usines de potabilisation, il n'y a pas assez de ressources en eau. Il y a une retenue collinaire sans doute qui manque. On le sait tous, la 3e est toujours dans les cartons. Les tuyaux sont trop petits. Voilà, c'est vraiment un réseau, donc il faut investir. Pareil en assainissement, on oublie souvent un peu, mais c'est très important. Oui, pour l'environnement, oui. Ça préserve le lagon, on n'a pas de station d'épuration, on n'en a pas assez. Donc voilà, il faut investir, ça demande beaucoup de moyens. Donc on a les moyens financiers. On va d'ailleurs bientôt signer avec le syndicat un nouveau contrat de progrès pour montrer les investissements de chacun dans les années à venir. Et le deuxième accompagnement très important, c'est en ingénierie, puisque le plan de relance a aussi prévu 1,5 million d'euros pour accompagner en ingénierie le SMEAM. Donc les ingénieurs ont commencé à être recrutés, ils arrivent, là on en a 2 qui sont déjà sur le territoire, ils sont à l'ADEAL et donc ils vont travailler avec le SMEAM pour les accompagner dans la mise en œuvre, puisque financer c'est une chose, mais après il faut aussi évidemment faire et mettre en œuvre. Donc on a ces deux accompagnements. Et dans ce contrat de progrès, il y a une nouvelle usine de potabilisation ? Alors, je ne le connais pas par cœur, mais oui, bien sûr, il y a plein de ressources. Il y a surtout, évidemment, une des grandes clés, ce sera la retenue collinaire, alors qui, évidemment, pas pour demain. C'est long de faire une retenue collinaire. Il y aura des usines de dessalement également, puisque c'est une solution qui est, a priori, pertinente. Donc voilà, il y a en effet tout ce qu'on peut faire pour trouver de la nouvelle ressource, même si on sait que cette année, la crise de l'eau a plutôt été un problème, en effet, de potabilisation, mais les deux sont importants. La ressource aussi est fragile. Vous pensez que des coupures, comme on les vit comme ça régulièrement maintenant depuis 2 ou 3 ans, vous pensez qu'on en a encore pour combien de temps? Parce que comme vous le dites, on ne construit pas une retenue collinaire en 2 minutes, une usine de dessalement, on peut la vouloir, elle ne sera pas là demain, et pareil pour une usine pour potabiliser l'eau, les investissements, les travaux, tout ça, ça prend du temps. On doit se mettre en tête qu'on a encore devant nous combien d'années de coupure? C'est difficile de dire en années, mais il est certain qu'on ne promettra pas en effet que dès l'année prochaine, ce sera terminé. Ça, c'est certain. On espère évidemment que ça durera le moins longtemps possible. Après, on est aussi dépendant des saisons des pluies, puisqu'on reste sur des ressources qui sont très dépendantes évidemment de la pluie qui tombe chaque année. Mais malheureusement, il y en a peut-être encore en effet pour quelques temps. Vous parliez dans votre portefeuille d'activités vaste, vous parliez du pilotage de la politique de l'État s'agissant des fonds européens, puisque vous êtes autorité de gestion. Alors comment ça se passe entre vous, qui l'avez dans le poste précédent, vous le pilotiez, le GIP que vous avez mis en place quelque part, comment ça va s'organiser entre vous et le GIP ? Alors le GIP, en fait, c'est un organisme intermédiaire avec subvention globale, c'est-à-dire que l'État, autorité de gestion, lui a confié, parce qu'il a des moyens importants, la gestion des enveloppes. Donc on a une relation évidemment de proximité très forte. Déjà en plus parce que le GIP est présidé par le préfet et avec le conseil départemental. Pour 3 ans, c'est ça ? Pour 3 ans, après ce sera le conseil départemental qui en prendra la présidence. Donc on se voit évidemment très régulièrement. L'État restant autorité de gestion, le GIP travaille sous son contrôle bien sûr et sous sa responsabilité d'ailleurs. C'est toujours l'État qui est responsable de la mise en œuvre des fonds européens.
On a créé ce GIP pour déjà se rapprocher du conseil départemental et associer le conseil départemental à la gestion de ces fonds qui sont évidemment très importants pour le territoire et aussi pour pouvoir démultiplier nos moyens puisque ensemble on peut mettre à disposition plus de moyens que ce que l'État pouvait faire seul. Vous avez parlé tout à l'heure du plan de relance qui a été quand même pendant l'année 2021 un gros outil pour faire repartir la commande publique, pour faire repartir les chantiers et pour permettre aux entreprises d'avoir de nouvelles affaires, entre guillemets. On en est où aujourd'hui de ce plan de relance, Maxime ? Alors, le plan de relance pour l'État, c'était 85 millions d'euros, avec sur à peu près tous les sujets. Je l'ai dit, une des grosses parties, c'était l'eau, donc avec 12,5 millions qui ont été investis. Donc voilà, ça c'est pour des projets qui vont sortir. On a notamment comme gros projet emblématique la station d'épuration de Koungou et ses réseaux en fait, puisque c'est une partie de l'île qui pour l'instant n'a pas de système globalisé d'assainissement. Il y a eu aussi beaucoup sur les jeunes, par exemple, pour tout ce qui est renforcement de la garantie jeune, les contrats emploi-compétences. Enfin voilà, il y a eu donc le plan de relance, il s'est bien mis en œuvre. On a quelques sujets sur lesquels ça va arriver en 2022, notamment sur tout ce qui est déchets. Mais le plan de relance a été mis en œuvre. Alors c'est vrai qu'à Mayotte, par rapport au contrat de convergence, finalement, qui a lui aussi continué de se mettre en œuvre, on voit pas forcément la différence entre les deux, mais ça a été quand même une année supplémentaire d'investissement pour l'État, et donc 86 millions d'euros c'est en beaucoup. plus. Tout a été dépensé ? Alors dépenser, c'est en cours en fait. C'est des engagements, mais non, on doit être à peu près à 50 millions d'euros qui sont déjà engagés, donc il nous reste cette année pour terminer la mise en œuvre. Donc on continue sur ce plan de relance encore pendant l'année 2022. Comment font les gens, les chefs d'entreprise, les porteurs de projets qui ont des envies, des besoins aussi pour se faire financer ? Alors généralement ça marche par appel à projet. Oui. Donc, comme je l'ai dit, il y a certaines lignes qui sont déjà mises en œuvre, il y en a d'autres où il reste encore des fonds, donc il y aura des appels à projets. Je pense notamment à la culture qui doit encore lancer des appels à projets pour les associations. C'est un secteur qui souffre beaucoup évidemment de cette crise. Et après, dans le plan de relance, on a aussi pour les entreprises évidemment les aides qui ont été mises en œuvre, l'activité partielle qui, on espère, va bientôt se terminer puisque on espère que l'épisode actuel était le dernier, bien sûr, d'arrêt de l'activité pour certaines. Mais voilà, c'est surtout sur appel à projet. Donc il faut être sur le site de la préfecture, sur les réseaux sociaux, on publie tout. Donc il faut être attentif à ces suivre. appels à projet. Et quand on a une idée, un besoin, mais qu'on ne sait pas comment s'y prendre, si c'est éligible au plan de relance, si c'est peut-être éligible au fonds européen, en fait on ne sait pas, on est au début, mais on a besoin d'argent. C'est quoi la porte d'entrée au SGAR ? Alors on a plusieurs choses. On a aussi une plateforme qui s'appelle Aide Territoire, où sont recensés tous les appels à projets de tous les porteurs publics. Donc il y en a beaucoup, ça peut être une première aide. Ensuite, à la préfecture, alors il y a aussi le GIP, pourquoi pas, avec son nouveau pôle animation qui fait les fonds européens, mais si jamais vous n'êtes pas éligible aux fonds européens, c'est une porte d'entrée qui pourra vous orienter peut-être ailleurs. Ensuite, vous avez, selon votre type d'activité, beaucoup de financements possibles. Pour les entreprises, vous avez toujours la CCI aussi ou la Chambre des métiers qui peuvent être évidemment une entrée intéressante puisque eux aussi, bien sûr, sont nos partenaires et ont une visibilité sur tous les dispositifs qui existent. Alors, on parlait tout à l'heure d'économie dans votre portefeuille. Derrière économie, on pense à attractivité, forcément. Comment on attire des entreprises, comment on aide les investisseurs à prendre leur marque. C'est quelque chose qui est en bonne place dans votre feuille de route ? Alors, en effet, c'est quelque chose qui est toujours très important pour un territoire, donc, et notamment sur lequel on travaille aussi avec le conseil départemental et la DIM qui a été créée pour notamment aider les arrivées. Il y a des dispositifs importants. Cette année notamment, une des choses de la feuille de route, c'est par exemple de faire de Mayotte un territoire d'industrie. Qui pour l'instant c'est pas encore le cas. C'est un des dispositifs pour labelliser justement et montrer aux industries que Mayotte est un territoire d'investissement d'avenir. Donc ce sera un des objectifs que l'on a avec encore une fois l'ADIM et le conseil départemental, de faire labelliser Mayotte sur ce type de dispositif. Il y en a aussi d'autres pour donner de la visibilité en fait. Surtout, c'est vrai que Mayotte ça peut faire peur entre guillemets pour des investisseurs parce que c'est un territoire qui est
pas forcément très connu, mais qui est... Et mal connu. Mal connu, mais qui, j'en suis persuadée, en tout cas, est clairement un territoire d'avenir et pour des investisseurs extrêmement intéressant. Et vous allez accompagner des secteurs d'activité à se structurer. Je pense notamment à tout le volet numérique qui a été ces dernières années poussé, accompagné avec le GEMTIC. Est-ce que vous avez cette ambition de continuer à animer des réseaux de chefs d'entreprise, mettre en place des clusters ou travailler à faire monter finalement des secteurs d'activité entiers? Tout à fait. D'ailleurs, il y a plusieurs projets en cours. Donc, il y a le cluster maritime, notamment d'ailleurs aussi, qui est une activité importante à Mayotte. Il y a toujours le numérique avec le conseil départemental que l'on soutient dans sa poursuite de développement des réseaux, puisque évidemment, pour avoir un secteur numérique développé, il faut d'abord les réseaux. Avec la 5G voilà. qui arrive. Il y a également en agriculture aussi, il y a beaucoup de choses à faire. La profession n'est pas, enfin les structurations des filières est toujours très importante, donc c'est quelque chose aussi sur lequel la direction des affaires agricoles est bien sûr très investie. Donc il y a bien sûr encore beaucoup de choses à faire sur les filières et on en a plusieurs très différentes. C'est quoi ce cluster maritime ? Alors c'est donc la relation entre tous les acteurs du maritime pour réussir. Donc Mayotte est une île par définition, donc forcément le maritime est important. Donc on a notamment dans ces dimensions fret qui sont un des sujets. Et un aussi, problème quelquefois. Et plusieurs acteurs, donc le port, tous ces acteurs, sociétés de transit qui sont importants, qu'il est important de bien mettre ensemble. Vous avez un fil conducteur derrière ce cluster maritime et votre activité, le projet gazier ? Alors, est-ce qu'il est directement dedans ? Ça fait partie, en effet, des choses. On fait généralement les clusters pour servir aussi des projets. Donc, le projet gazier reste toujours, bien sûr, une des priorités pour le territoire, même si, malheureusement, il y a eu quelques difficultés. On espère que 2022 sera la reprise de cet investissement, qui est quelque chose qui pourrait, en effet, avoir un impact très fort à Mayotte. En tout cas, il est certain que le territoire doit se saisir de cette opportunité, puisque, pareil, pour être connu, pour l'instant, on parle du projet gazier sur les Français, donc Total, mais il y a aussi d'autres pays qui sont investis. Et l'Italie. L'Italie, les États-Unis. Le but, c'est aussi de montrer qu'il y a cette petite territoire français qui peut leur offrir finalement quelque chose qui peut les intéresser, de stabilité quand même, bien sûr, d'offres notamment. L'Union européenne dans la zone, c'est important. Tout à fait. C'est ça vraiment qui est l'enjeu et qui est vraiment très proche. C'est le seul. Vous n'avez pas d'autres territoires. Et ça, c'est votre job, c'est-à-dire qu'au quotidien, vous allez vous battre sur tous ces sujets. Alors on accompagne beaucoup évidemment, l'important c'est d'avoir aussi les acteurs, on ne fait rien tout seul. Bien sûr. Donc il faut toujours qu'on ait les partenaires, mais en tout cas oui, c'est quand il faut par exemple, on sait que l'État a encore quelques moyens et notamment quelques leviers d'intervention et à Mayotte ils sont sans doute plus importants qu'ailleurs d'ailleurs. L'État a gardé une place qui est plus importante, c'est en partie d'ailleurs pour ça aussi que c'est un territoire qui me passionne en tant que fonctionnaire de l'État. Ailleurs, la décentralisation, évidemment, a donné beaucoup de marge aux collectivités. À Mayotte, il y a encore un besoin plus fort d'État, donc l'État a plus de moyens. Vous reparliez du contrat de convergence avec plus d'1,1 milliard quand même donné par l'État. C'est clairement le contrat le plus élevé pour tout le territoire. Donc c'est ça aussi qui est important. Et puis l'État garde des leviers. Par exemple, sur le projet gazier, c'est très clair que ça rassure de savoir qu'il y a une porte d'entrée à l'État, qu'il peut intervenir toujours sur des choses pour débloquer des situations. Maxime Weiler-Adouceau, c'est déjà la fin de ce temps de parole. Merci beaucoup de toutes ces explications. On se retrouve sur le plateau prochainement pour continuer à évoquer des différents sujets. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.